Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Depuis le retour aux affaires du président Denis Sassou Nguesso le 15 octobre 1997 au pouvoir, le président a utilisé des personnalités qu'il a jugées tout à fait compétentes pour gérer les finances et l'économie du Congo. On va essayer, n'est-ce pas, dans ce podcast, de vous les présenter, à vous de vous faire votre propre opinion. Commençons par Mathias Nzon. Mathias Nzon, ça a été le ministre des Finances post-conflit. Et sortons un tout petit peu des oripeaux politiques, il a pu asseoir les finances publiques dans un contexte assez difficile, c'est-à-dire d'assèchement financier. On sort des guerres, la République est à reconstruire, il n'y a pas de fonds, il faut faire face aux urgences, mais aussi il faut essayer de faire vivre la fonction publique en payant les salaires. Je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec une grande personnalité des finances de notre pays, mais dont je préfère taire le nom, qui m'expliquait comment, avec Mathias Nzon, ils ont dû demander au directeur général de Elf à l'époque, hein, ce n'était pas encore Total, de revoir dans ses calculs la fiscalité pétrolière, bref, tout ce que Elf n'avait pas pu payer à l'État du Congo en période de conflit. Ça, vous savez que c'est une guerre qui a commencé le 5 juin et qui s'est terminée donc le 15 octobre 1997. Et il m'expliquait comment est-ce que, avec Mathias John, ils étaient montés au front en allant à Paris, en menaçant le groupe Elf, j'ai dit bien à l'époque, qui est devenu donc Total, en disant si vous ne payez pas ceci, nous faisons saisir vos cargaisons de pétrole sur le marché de Londres. Bon, bref, des menaces à peine voilées qui ont fini par payer, et c'est comme ça que le Congo redémarre. Il y a aussi donc le fait que le régime défunt de feu le président Pascal Lissouba n'avait pas pu aboutir à un accord avec le Fonds monétaire international. Donc, tout de suite, le Congo bénéficie d'une aide d'urgence du Fonds monétaire international. Bref, Mathias Nzon a pu l'en tenir et payer les fonctionnaires à date échue, mais aussi souvent les retraités. Il y a même un audit qui a été commis à l'époque, même si cet audit, je reste tout à fait sceptique, l'audit notamment sur la dette intérieure du Congo, qui a été réalisé par un grand cabinet de notre pays, c'est-à-dire le cabinet Ernst Young. Euh, le seul souci pour moi, lorsque j'ai mené des enquêtes, c'est que il y a des gens qui n'avaient rien fourni à l'État et qui se sont retrouvés comme justement créanciers, comme des gens à qui l'État doit payer de l'argent alors qu'ils n'avaient pas fourni le moindre stylo à l'État, ou alors c'est qu'il y avait des dettes de 50 millions de francs CFA, ça a été hypertrophié, on a situé ça parfois euh, à des centaines de millions. C'est des choses mais qui ne relève franchement pas, on peut le dire, directement de la gestion du ministre Mathias Nzon, qui, pour moi, je dis, on sort des oripeaux politiques, qui a été quand même un ministre des Finances qui a essayé de mouiller le maillot. Peut-être son péché mignon, c'est d'être entré tout de suite en politique pour combattre. C'est lui qui l'a quand même façonné, c'est lui qui a permis qu'il soit là. Et c'est des erreurs qu'on ne commet pas. Ça, c'est un autre plan, mais je le juge sur le plan de la qualité et de la gestion qu'il a pu imprimer et des réseaux qu'il a pu activer pour que le Congo revive. Est arrivé donc après Mathias Nzon, Rigobert Roger Andeli, qu'on appelle Andeli 1. Andeli, donc, pour essayer de redonner de la force et du dynamisme aux finances de la République, il a débauché deux grands cadres de la Banque centrale, Gilbert Boukounza et Wilfried Ossier. Wilfried Ossier, qui devait s'occuper de son cabinet comme directeur de cabinet, tandis que Gilbert Boukounza s'occupait d'une banque qui était totalement morte, c'est l'ex-CIC, c'est-à-dire le crédit pour l'industrie, l'agriculture et le commerce. C'était un nom comme ça. Et c'est justement Gilbert Boclouza, ils ont mis un mécanisme pour essayer évidemment de contourner le capharnaüm du trésor public pour que les gens soient payés à date échue, faire des recouvrements notamment auprès de certaines personnes. C'est comme ça que cette banque a pu revivre, pour finalement passer sur le marché de la privatisation avec une valeur
qui était quand même importante au point d'intéresser plusieurs repreneurs, dont notamment la Banque marocaine du commerce extérieur qui s'est adjugée finalement cet appel d'offres aussi. On peut s'exprimer ici. Andei a été un ministre tenace dans un contexte souvent difficile. Je me souviens de quelques confidences que me faisaient les gens qui étaient autour de lui. Il avait, par exemple, eu l'intention de vouloir fermer l'ex-Libertis, hein, Libertis qui est devenu plus tard MTN. Parce que Andeli constate qu'à son arrivée, cette société ne paye pas les impôts. Elle n'est pas à jour de ses impôts et Andeli décide, pour des raisons qui lui sont tout à fait reconnues en tant qu'argentier du Congo, décide et confie cela à une personne, hein, qui lui était proche, qui était quasiment, on peut dire, son confident, pour dire: «Je dois fermer cette société». Alors, il ne savait pas comment l'architecture actionnariale était, n'est-ce pas, formée au niveau de cette société égyptienne à l'époque. Et Andeli a donc été celui, il faut le reconnaître, qui relance l'accord avec le Fonds monétaire international. Et dans un contexte difficile, le Congo avait déjà fait quasiment 30 ans sans pouvoir y parvenir, c'est-à-dire sous le régime de Sassou I, s'il faut l'appeler ainsi, avec le PAS, c'est-à-dire le programme d'ajustement structurel, le PAS renforcé, plusieurs délégations du Fonds monétaire international à l'époque du monopartisme d'État sont arrivées au Congo sans y parvenir. Le régime de Feu Pascal Lissouba, Feu le président Pascal Lissouba, non plus, avec le ministre Mongonga Ngila. D'abord, c'était le ministre Clément Mwamba comme ministre des Finances et Mongonga Ngila après. C'est donc le ministre Rigobert Roger Andeli qui réussit donc à arracher ce programme et on atteint dans le cadre de l'initiative Pays pauvres présendettés ce qu'on appelle le point de décision. Alors, c'était quelque chose qui donc redonnait du crédit au Congo, permettait de soigner la qualité de la signature du pays. Et quelque temps après, Andeli est parti du gouvernement, certainement qu'il s'est heurté à des écologias, à des puissants de la République et qui n'étaient pas d'accord parce qu'Andeli, on l'a même surnommé à l'époque Bic Rouge, c'est-à-dire que quand un ministre venait pour dire je vais me rendre pour une mission à l'intérieur du pays, il me faut 30 millions, lui, il pouvait dire il vous faut 7 millions. Donc, je tiens ces confidences des gens qui étaient à côté de lui parce qu'il leur demandait vérifiez-moi le prix d'un hôtel à Pointe-Noire. Le ministre qui se déplace peut aller avec tel personne, tel conseiller. Le conseiller peut dormir dans une chambre de 50 000. Le ministre peut dormir dans une suite qui coûte 80 000. Et il faisait lui-même des calculs. Je tiens ces confidences vraiment des bonnes sources qui étaient auprès de Rigobert Roger-Andeli. Et puis, bon, cela lui a valu quand même une volée de bois vert au point où il sort finalement du gouvernement. Je rappelle, pour l'histoire, que c'est le ministre Jean-Jacques Bouya et le conseiller au pétrole du président de la République, Denis Ngokana, qui ont finalement donc conduit le programme avec le Fonds monétaire international, puisque après Andeli, c'est feu Issou Ebeka, Pacifique, qui est donc nommé à la place de Rigobert Ojandeli. Pacifique Issou Ebeka, je ne veux vraiment pas en parler parce qu'on ne parle pas des morts, mais je sais que c'est les deux personnes précitées, c'est-à-dire Jean-Jacques Bouya et Denis Gokana, qui ont conduit l'accord du Fonds monétaire international. Il y avait quand même une personne assez active hein, dans le dossier. Je peux peut-être glisser ça comme ça fait partie des confidences du journaliste que je suis. J'ai vu quelqu'un de très actif là-dedans, c'était Yaya Moussa, qui n'était autre que le représentant du Fonds monétaire international au Congo. Yaya Moussa, je l'ai trouvé très actif dans ce dossier sans que j'en sache davantage. Bon, pour la petite histoire, aujourd'hui, il a démissionné du Fonds monétaire international et je sais très bien il doit avoir des affaires dans le secteur pétrolier dans notre pays. Ce n'est qu'une parenthèse. Après Pacifique Issouabeka, dont je n'ose pas parler parce qu'il est déjà décédé, il y a eu donc le ministre Gilbert Ondobou. Gilbert Ondongo est arrivé dans une situation, il faut le reconnaître, financière assez fluide. C'est-à-dire que le pays a pu engranger beaucoup de pétrodollars
au terme de la vente du brut, il récolte aussi le fait que, grâce à l'initiative Pays pauvres très endettés, puisqu'on atteint le point d'achèvement, bon, une bonne partie de la dette du Congo est effacée et dont les finances sont assez fluides, il y a assez d'argent. D'ailleurs, le ministre Gilbert Ondongo lui-même a eu à le reconnaître que oui, le Congo a beaucoup d'argent même. Je me souviens souvent, lorsque nous nous rencontrions à l'occasion des, 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 des- des conférences de presse, il le disait. Et le Congo, donc, on est une personne, une période faste, on essaie de s'engager, il y a même des grands projets qui naissent, notamment, ça permet de donner de l'oxygène au programme dit de municipalisation accélérée, on crée beaucoup de choses, on y construit les routes, des chantiers naissent un peu de partout, donc c'est grâce à cette période de bons pétroliers. Et le ministre Ondongo, dans les conditions de fluidité financière ou alors d'abondance qu'il y avait à l'époque, puisque le Congo était même devenu hein, le hub financier d'Afrique, je veux dire d'Afrique francophone, pas seulement d'Afrique centrale. Tous ces pays, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Guinée-Conakry, la République centrafricaine, venaient, n'est-ce pas, dépendaient quand même, il faut le reconnaître, de, de la bonne détente financière du Congo, si j'ose m'exprimer ainsi. Et les salaires étaient payés, les pensions l'étaient aussi, les boursiers, il n'y avait pas de problème. Les administrations congolaises à l'étranger, c'est-à-dire nos chancelleries, fonctionnaient à plein régime, il n'y avait pas de problème. Mais euh, je ne suis pas là, comme je vous ai dit, moi je ne juge pas, je vous laisse le soin de juger. Est-ce qu'on a fait de bons choix économiques? Est-ce qu'on a fait de bons placements à cette période? Je n'en sais rien. Il y a quand même des acquis. Je vous laisse toute l'attitude d'en juger vous-même. Après Gilbert Ondongo est donc arrivé le ministre Ganongo. Ça, c'est à la suite, n'est-ce pas, comme vous le savez, du référendum et donc de, 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 de la deuxième, si on peut appeler ça ainsi, de la deuxième République qui est née depuis le retour aux affaires du président Denis Sassou Nguesso. Bon, voilà, on s'est retrouvé dans une situation où quand même, il y a déjà des secousses qui se font sentir. C'est vrai qu'au niveau international, nous connaissons des problèmes. Le pétrole ne se vend plus bien, le marché, l'environnement économique international est tel que ça impacte sur tous les pays et le Congo se sent plus impacté. Alors, Ganongo arrive, il n'y a pas d'argent, il est obligé de faire fonctionner ce qu'on appelle le marché des titres publics de la Banque centrale. Le Congo n'y était pas, les autres d'autres pays y étaient déjà, le Cameroun, le Gabon étaient si actifs sur ce marché et c'est comme ça que on commence donc à faire des emprunts auprès n'est-ce pas, des banques. Il y a des dettes interbancaires. Il y a aussi, on fait fonctionner, d'ailleurs, il y a un emprunt obligataire de 87 milliards. Il y a eu un autre emprunt un emprunt obligataire, toujours qui a échoué. C'est celui des Caire, je crois que ça portait sur 60 milliards de francs CFA. Il y a eu donc des engagements. On n'est pas vraiment dans une situation encore très, très difficile. Il y a espoir et le Congo s'est donc lancé, n'est-ce pas, sur ce marché avec, on le sait aujourd'hui, les difficultés qui sont les nôtres puisque nous ne vivons que grâce maintenant aux emprunts. Après, le ministre Ganongo, qui a pu, d'ailleurs, c'est lui qui a été l'initiateur du projet New, dans le but, n'est-ce pas, de centraliser toutes les informations économiques et de pouvoir faire le tracking pour que tout le monde, on sache qui fait quoi sur le plan financier pour que l'État ne soit vraiment pas perdant. Aujourd'hui, je vous rappelle que ce projet est en train de mourir, les gens ne sont pas payés depuis. Et nous-mêmes, il y a des gens qui ont créé des entreprises, ils ne disposent pas de nous pour pouvoir aller ouvrir encore un compte auprès d'une banque. Et le ministre Ganongo, malheureusement, il a connu des soucis de santé. Les choses se sont certainement atténuées du point de vue des réformes qu'il voulait impulser dans le cadre de la réforme des finances publiques. Un délit est rappelé, cette fois-ci c'est en délit 2, pour essayer de redonner de la vigueur aux finances publiques qui connaissent franchement des difficultés. Et c'est comme ça que Andeli, il faut le reconnaître,
a essayé, dans un contexte aussi difficile, voilà, lui aussi s'est adressé au marché des titres publics, mais dans une moindre mesure. Bon, il a essayé de pouvoir surtout mobiliser des ressources internes et a essayé de tenir, même si les gens disent que Andély de Puteaux était différent d'Andély A, mais il a pu, autant que faire se peut, que les fonctionnaires soient payés à date échue, que les retraités quand même le soient quand il le faut. Bref, même si Andély 2 était différent d'Andély 1, mais il a su quand même tirer son épingle du jeu. Et arrive finalement le ministre Jean-Baptiste Ondaye. Jean-Baptiste Ondaye, c'est un cadre reconnu, sérieux, quelqu'un qui est taciturne et qui est travailleur, mais seulement sa façon de vouloir impulser une dynamique dans les réformes des finances publiques nous a paru quelque peu ambigu avec ses appels à candidature dans un contexte où on a besoin tout de suite du capital humain pour relancer la machine économique, pour assainir les finances publiques, assainir le trésor public là où existe un véritable capharnaüm. Bon, il a même proposé ce qu'on appelle le programme national d'optimisation de la trésorerie. Bonne initiative au départ, mais je vous ai déjà rappelé au cours d'un de mes podcasts que ça a généré une dette de un surplus de dettes de 600 milliards de francs CFA que le Congo devrait payer à l'horizon 2030-2034. Donc, euh, je vous laisse toute l'attitude de juger le passage du ministre Jean-Baptiste Ondaye. Et finalement, aujourd'hui, nous avons le ministre Christian Yoka. Christian Yoka, cadre qui est sorti tout frais de l'Agence française de développement. Mais il faut noter une chose. Le ministre Yoka est nanti d'une forte expérience parce qu'il travaille dans un grand organisme. Mais il ne faut pas oublier une chose, que là-bas, tout ce travail se fait là-bas sur la base du respect des procédures. Franchement, vous avez aussi des cabinets d'audit qui sont là tout le temps. C'est pas la même chose aujourd'hui qu'être ministre des Finances. Parce qu'être ministre des Finances, surtout dans le contexte du Congo actuellement, vous devez connaître les gens, vous ne devez pas tâtonner, vous ne devez pas être en train de vous appuyer sur votre directeur de cabinet ou des gens qui sont autour de vous et qui vous imposent certaines personnes. Vous devez être quelqu'un quand vous arrivez, vous savez là où toucher. C'est par exemple ce que j'ai pu comprendre du passage d'Éric Gobert au Jean Dély en tant que ministre des Finances, parce que lui, il savait déjà, avec tout ce qu'il avait comme information au niveau de la Banque centrale, là, devait toucher. Et Yoka, selon mes bonnes informations, a déjà eu aussi à solliciter le marché des titres publics, donc si vous voulez, lui aussi, il est entré dans le cycle de l'endettement. On parle d'un peu plus de 300 milliards de francs CFA depuis qu'il est là. Ce n'est pas qu'il empoche cet argent, je n'ai pas dit, mais c'est pour faire face aux charges incompressibles de l'État. Payer les fonctionnaires, payer les retraités, même si pour moi, ce n'est pas la meilleure façon du Congo parce que il faut emprunter de l'argent au niveau du marché financier parce que vous voulez rentabiliser un investissement qui va permettre que l'État puisse payer cet argent. Mais dès lors que cela est tout simplement consacré à la consommation, ça pose problème. Et je crois que le ministre Yoka, tous les yeux sont braqués sur lui, mais le constat que je peux faire pour l'instant, je ne le juge pas encore, c'est qu'on ne sent pas encore sa machine vraiment démarrer à plein régime. Par exemple, l'ONU est en train de mourir, le cabinet, paraît qu'il est assez inaccessible, il faut toujours que ce soit son directeur de cabinet qui gère tout. Dans un contexte comme celui-ci, il faut que le ministre des Finances soit un baroudeur, quelqu'un qui doit appuyer sur le vrai bouton. Il faut que le ministre soit séduit, qui fasse que non seulement les députés et tous ceux qui sont les fonctionnaires du gouvernement ou du Parlement puissent aussi payer, pourquoi pas, les impôts comme cela avait été consigné dans la loi des finances 2024, mais qui n'est pas vraiment respectée, même si on sait très bien que les ministres eux-mêmes prennent quand même des arriérés de salaire, enfin de leurs émoluments, tout autant que les députés ou les sénateurs, mais le ministre Yoka est vraiment attendu. Et pour l'instant, le moins ce que l'on puisse dire, c'est qu'on lui accorde encore le bénéfice du doute
tout en se disant qu'il vient d'arriver, peut-être qu'il va changer la manivelle. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Abonnez-vous sur notre page ou sur notre compte YouTube Alphonse Dongo TV pour être davantage informé sur les sujets économiques et financiers et du monde des affaires.